Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Catherine Dufault, responsable de la communication à la bibliothèque universitaire. Donc nous sommes ravis et honorés d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de la bibliothèque francophone de l'université Paris 8, Monsieur Néhémie Pierre Dahomey, qui va nous parler, entre autres, de son premier roman, Rapatrié, paru aux éditions du Seuil. Et je passe maintenant la parole à François. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Ça, c'est peut-être mieux. Non, c'est mieux comme ça. Alors, Samantha, je croyais que vous vouliez présenter Néhémie. Mais bon, vous avez changé d'avis, visiblement. Ah bah si, on avait dit quelques mots de présentation. Mais bon, voilà. Vous interviendrez après, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, bonjour. On est très heureuse, très heureux même, on va dire. On va associer Néhémie, de vous recevoir pour cette nouvelle bibliothèque, séance de la bibliothèque francophone de Paris. Alors, on reçoit aujourd'hui Néhémie Pierre Dahomey, qui est un jeune écrivain prometteur, haïtien, jeune écrivain haïtien. Et on a voulu le recevoir avec Ferrugia autour de son premier livre, mais pas seulement, hein, puisque ici c'est un peu un lieu où on échange sur l'écriture, les étudiants. On a voulu que ce soit vraiment un lieu de parole aussi pour les étudiants et d'échange avec les auteurs. Donc nous, on essaye un petit peu, Ferrugia, de se mettre en retrait. On n'y arrive pas toujours, mais bon, voilà. Et donc, en général, la séance est organisée en deux parties. Il sait rien du tout. Hein. Il est arrivé ici, je lui ai même pas rappelé comment ça marchait. Dans la première partie, tu vas nous... Alors, je tutoie Néhémie, parce que je le connais et je me vois mal te vous voyez. J'y arriverai pas. Bon. On ferait semblant. On n'a pas forcément envie. Et donc, la première partie, tu vas nous présenter un peu ton travail, ton œuvre, enfin, bon, aussi un peu une libre parole pendant, on va dire, une petite demi-heure, hein, voilà. Parler de ton livre, de ton écriture, de ce que tu as envie de partager avec les étudiants. Et dans la deuxième partie, ce sera question-réponse, hein, avec des étudiants dont beaucoup ont lu ton texte, travaillé, certains commençaient à réfléchir à des questions à poser, à des choses qui les interpellaient, etc. Et qui ont beaucoup travaillé d'ailleurs pendant le cours de Ferrugia, qui s'est occupé de préparer avec eux cette séance. Et donc voilà, ce sera à peu près, on verra le temps que ça durera, mais en général à peu près 45 minutes. Et puis on terminera par un pot de l'amitié. Voilà. Donc je vais passer la parole à Ferrugia. Hein, oui. Merci Françoise. Oui, deux petits mots. Moi je voudrais, bien entendu, comme Françoise, remercier Néhémie Pierre Dahomey pour ton roman, ta présence. Je tiens beaucoup à remercier les étudiants de licence qui sont ici présents, des étudiants de Sciences Po comme Jean, de sociologie, il aura s'est excusé pour son absence de ce soir, et bien entendu les étudiants de littérature, de L1 en particulier, courageux, qui t'ont lu, qui se sont frottés au texte, et bien entendu les L2 et la L3. Donc merci beaucoup. Je remercie Abla, qui est en L2 Infocom, qui a eu la gentillesse de venir nous filmer parce que le 5 novembre, comme c'est moi qui m'étais occupée de la caméra, j'ai tout loupé. Je ne peux pas être et prof et en même temps caméraman. Donc merci Abla. On écoute donc Néhémie et puis j'espère que vos portables sont en mode avion, Candice. Merci. Thank you. Oui, bien sûr, c'est bon. Cramé, Candice. Bonsoir à toutes, à tous. Déjà, je suis très heureux de vous voir si nombreuses avec moi, avec Ferrugia Alouache et Françoise Simazochi. Je dois commencer par vous avouer que je suis très impressionné parce que je suis moi-même étudiant à l'université Paris 8. Je fais ici un doctorat de philosophie que j'ai commencé à Port-au-Prince, à l'école normale supérieure de Port-au-Prince. Et à la faveur d'une coopération entre l'université Paris 8 et l'école normale supérieure de Port-au-Prince, je me suis retrouvé d'abord en Master 1 à Port-au-Prince, ensuite en Master 2 ici à Paris 8, où j'ai fait un mémoire de Master 2. Par la suite, j'ai publié ce premier roman qui nous réunit aujourd'hui, au moment où j'étais déjà inscrit en thèse de philosophie.
Donc, je suis autant heureux, probablement, que vous d'être ici, mais aussi un petit peu impressionné de vivre cette salle où j'ai eu à travailler très différemment, où j'ai eu à écouter d'autres personnes. Je suis très impressionné de devoir être écouté pendant une petite demi-heure ce soir, Françoise, et ensuite de pouvoir échanger avec vous. À ce propos, je remercie d'ailleurs quelques amis haïtiens dans la salle, plus particulièrement Mentor, qui est camarade, condisciple de l'école normale supérieure, ayant fait le même parcours à peu près, hein, sauf que lui en littérature, personne n'est parfait, et moi en philosophie. Donc, vous dire aussi que dans le département de lettres-philosophie, ça s'appelle comme ça, hein, le master de coopération avec Port-au-Prince, lettres-philosophie, on lit autant de philosophie que de littérature et vice-versa. C'est-à-dire, on est sur la logique de ne pas penser a priori une frontière étanche entre la littérature et la philosophie. Ce qui fait que, en parlant de mon premier roman, Rapatrié, publié l'année dernière aux éditions du Seuil, je parle aussi du lieu de quelqu'un qui a un propos. Alors que dans le roman, par définition, j'ai plus une histoire à raconter qu'un propos à tenir. Donc on va échanger comme si j'avais des choses à dire, sachant que l'objectif, c'est quand même que ceux qui ont lu le livre partagent leur propre expérience du livre et que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre soient incités à le faire. Donc, j'avais commencé par écrire de la poésie, j'en écris encore, par publier de la poésie à Port-au-Prince. J'ai publié un livre de poésie dans le cadre d'un concours qui a eu lieu à l'École normale supérieure de Port-au-Prince, un concours de poésie. Et ce concours a vu 3 lauréats, moi le premier et 2 autres. Et on a fait un petit livre de poésie avec ces 3 textes. Mais livre dont vous ne trouverez pas la trace parce que publié seulement en Haïti en édition limitée et qui n'a plus été réédité. Et vous ne trouveriez pas non plus ma trace sur le livre parce qu'à l'époque je m'appelais Dolnancé. Je vous expliquerai plus tard pourquoi aujourd'hui je m'appelle autrement. J'avais ensuite publié un deuxième livre de poésie qui s'appelle Emmuré, Port-au-Prince. Et j'en arrive à ce livre qui est censé être mon troisième, donc, mais le premier roman publié en janvier 2017, donc l'année dernière, bientôt dans 2 ans, aux éditions du Seuil. L'expérience de l'écriture narrative a d'abord pour moi été une expérience de lecteur. Parce que, en écrivant Rapatrié, je ne pensais pas conséquemment à la publication. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire que j'ai racontée parce que je voulais d'abord que ce soit publié. Je veux dire que l'urgence narrative était d'abord tout à fait innocente. J'ai commencé le récit en 2011, en France d'ailleurs, hein, ce qui est une coïncidence parce que je vivais en Haïti à l'époque. Mais j'étais en voyage en France, je faisais du théâtre, j'ai eu une résidence pour faire du théâtre et ne pouvant absolument pas aligner 3 lignes d'un dialogue, parce que le dialogue est difficile à écrire et que le genre théâtral, j'en ai pas eu le talent de le faire ni l'envie peut-être, j'ai commencé par raconter cette histoire, qui va être l'histoire de Belliqueuse Louis Saint, de sa fille Bélial et de ses autres enfants. Enfin, si vous avez lu le roman, vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc, cette urgence narrative, que je disais naître plus de la lecture qu'autre chose, pour être très honnête, m'a été fortement, comment dire, je vais dire que, je prends le risque de dire que fortement influencé par Gabriel García Márquez, l'écrivain colombien, parce que c'est lui que j'aimais à l'époque, c'est lui qui m'a quasiment donné envie d'écrire, même si j'ai beaucoup lu beaucoup d'autres auteurs et aimé,
à l'époque, j'avais pensé, et je le pense peut-être encore, et je le penserai probablement toujours, que jamais personne ne pourra faire de roman plus complet, plus grandiose que 100 ans de solitude, par exemple. Et c'est un rythme, c'est une esthétique, pour ainsi dire, c'est une façon de raconter qui me porte, et qui me porte d'une manière si particulière que j'ai eu envie de raconter à mon tour, alors que d'autres auteurs nombreux que j'ai pu aimer m'ont seulement gardé dans le lieu de la contemplation admirative. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Parmi les influences que j'ai pu reconnaître, j'ai lu et aimé José Saramago, l'écrivain portugais. J'ai lu et aimé beaucoup d'écrivains très divers. J'ai lu et aimé Stefan Zweig pour d'autres raisons. J'ai lu et aimé Jacques-Stéphane Alexis, l'écrivain haïtien que peut-être certains connaissent, peut-être pas, qui a écrit Compère Général Soleil, L'espace d'un ciment. Comme on est en bibliothèque francophone, vous pourrez aussi me dire lequel de ces livres ou de ces auteurs francophones vous avez lu et aimé vous-même. J'ai lu et aimé Amadou Kourouma, j'ai lu et aimé Amadou Mpateba, L'étrange destin de Vangrin. Ce sont des livres qui me font dire, sans modestie aucune, qu'à cette étape encore, je me considère comme un lecteur qui écrit. Dire que pour moi, l'activité de lecture est fondamentale dans le désir d'écrire, de telle sorte que je ne pense pas avoir une expérience de la vie qui me mettrait en situation de devoir enseigner quelque chose à quiconque, mais je soupçonne avoir une expérience littéraire me donnant envie de toujours aussi porter ma voix dans ce grand dialogue, souvent dialogue des morts d'ailleurs, ou avec les morts, que la littérature. Dans Rapatrié, déjà je tiens à vous souligner que le roman s'appelle Rapatrié, qui est le nom d'un quartier supposément à Port-au-Prince. J'avais pensé raconter l'histoire de Bélial, une petite fille plutôt, plus que l'histoire de sa mère, belliqueuse Louison. Il m'a fallu du temps pour accepter, ou du moins pour concéder à l'éditeur déjà, aux journalistes et aux lecteurs ensuite, qu'il s'agisse plus de l'histoire de Belliqueuse que de l'histoire de Bélial. Pourquoi? Parce que Belliqueuse Louison, donc ce personnage qui apparaît évidemment, effectivement en premier dans le récit, n'est pas un personnage que j'ai eu l'impression de connaître. Vraiment, j'ai toujours eu l'impression que c'était un personnage étranger et que je dois rester à la surface de ses sentiments. Alors que Bélial, j'avais eu l'impression de pouvoir partager sa vie intérieure. Et j'ai voulu suivre donc cette vie intérieure de cet enfant qui va être adopté en France, qui va revenir chercher sa mère en Haïti. Vous aurez des questions en ce sens. Mais peut-être la présence de sa mère, belliqueuse de son nom et de son caractère, a pu écraser, on va dire, la présence de ses filles, Bélial, l'une des filles, Luciole, et d'autres enfants qu'elle a pu avoir. Alors, il y a quelque chose de très personnel dans le fait de raconter une histoire aussi impersonnelle. Parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé, je ne suis pas une femme, je suis encore moins une mère de famille, mais l'histoire, qui est l'histoire d'une femme, mère de famille, ou d'une fille, que je ne suis pas, est aussi forcément une façon, je suppose, d'influencer. Enfin,
il y a quand même forcément quelque chose de moi. Alors que je ne peux pas imaginer quelque chose de moins autobiographique. Je veux dire, je n'ai pas été adopté, la question revient parfois. Je n'ai pas habité à Rapatrié. On pourrait aussi parler de cette façon de quartier. Et enfin, je ne connais aucune situation d'aucun personnage dans le livre qui pourrait être directement le mien. Je n'ai pas du tout l'impression de m'être inspiré, entre guillemets, de ce qui pourrait être ma vie personnelle. Néanmoins, comme je vous le dis, c'est une étrange façon de parler de soi, parce que je me sens quand même très impliqué à tout moment de cette narration. Je me sens quand même très impliqué dans la façon de dire, probablement. Je me sens quand même très impliqué dans l'envie de dire ceci plutôt que cela. Je me sens quand même le besoin toujours de défendre ces personnages. Mais ce n'est pas de l'autobiographie, ni même de la biographie d'ailleurs. Hein. Je ne connais personne. J'ai imaginé, bien entendu, imaginé à partir de, comme dirait Maurice Sexto, à partir de choses et gens entendus. J'ai imaginé à partir de ce que j'ai pu voir en Haïti, mais je n'ai pas fait un travail de retranscription. Peut-être cela est-il lié au fait que oui, c'est un livre qui est né, comme beaucoup de livres, c'est un livre qui est né d'autres livres. C'est-à-dire, c'est un livre qui est né de l'envie de raconter, qu'a pu m'instiller certains grands auteurs qui j'espère, continueront à m'alimenter et continueront à me donner envie de raconter. Donc, j'espère que je pourrai être beaucoup plus clair quand vous aurez des questions. Je préfère le jeu de questions-réponses. Vous savez, dans une autre vie, je suis député. Donc, je suis plus capable de démagogie quand on me pose une question. Merci. On va passer plutôt aux questions. Merci, en tout cas, Je dis, on va donc plutôt passer aux questions et je te remercie pour ce préalable qui ouvre la discussion sur la manière dont tu as écrit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout de suite des questions à poser? Je pense que c'est bien parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions qui étaient prêtes. Donc il y a un micro qui se promène. Oui, et l'idée quand même, c'était qu'avec Françoise, on s'était vraiment dit qu'il fallait que ce soit la conférence des étudiants avec les étudiants et non pas accaparée par les enseignants. Donc la parole à Samantha. J'ai regardé un reportage sur YouTube de vous et vous avez dit qu'il y a un rapport philosophie aussi dans votre livre. Je voudrais savoir, vous n'avez pas en parlé non plus, qu'il y a un lien à la philosophie. Oui, c'est-à-dire, comme j'ai essayé de le dire au début, ayant lu pas mal de philosophie, je ne suis pas expressément là pour en parler, ayant fait des études de philosophie moi-même, je suppose, suivant la question qui m'a été posée, j'ai dû faire un rapport entre le livre et mes points de vue philosophiques sur telle ou telle chose. Mais il ne s'agit pas du tout d'un roman à thèse. C'est-à-dire que votre attention, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que la bibliothèque est un lieu silencieux. Afin de respecter le travail de chaque lecteur, nous vous demandons de bien vouloir sortir de la bibliothèque pour toute conversation téléphonique ou toute discussion bruyante. Merci de votre collaboration. Bon, vous l'aurez compris, annonce qui nous concerne très peu. On va continuer à parler tranquillement. Ok. Quand on écrit un roman, et encore plus quand on en écrit plusieurs, on est souvent en situation de parole, de pouvoir argumenter autour de points de vue. Mais c'est un exercice très différent du fait du roman lui-même. Même s'il y a des romans à thèse, et même si dans un roman, on peut très facilement voir les points de vue, soit politiques ou autres, d'un auteur,
il ne me semble pas que sa première fonction soit de décliner de manière argumentative tel ou tel point de vue. En tout cas, pas les romans que j'ai aimés. Je veux dire, les romans que j'ai aimés, et même certains romans que j'ai aimés ont eu pour faiblesse de trop insister à dire au lecteur quoi penser. Donc, s'il s'agit de philosophie, c'est toujours forcément un peu, oui, sous-jacent, un peu un catimini presque. Vous savez, j'ai des préjugés. Je ne pense qu'on n'est pas philosophe avant 60 ans. Donc, encore un petit peu de marge. Il y a de la marge. Donc je m'abstiendrai bien de dire des grandes phrases philosophiques et de penser devoir le faire. Donc, oui, philosophie, si vous voulez bien, sur une question précise, on peut essayer d'en débattre, mais en général, ce n'est pas la tâche que je me suis fixée. En général, il s'agissait pour moi vraiment de raconter une histoire. Et quand on me demande ce qui m'a porté pour raconter cette histoire, la question terrible entre toutes de savoir pourquoi j'ai écrit ce roman, je réponds classiquement pour connaître la suite. Et je pense que c'est une très bonne raison d'aborder le genre narratif. Mais ça marche. Mais est-ce que tu ne penses pas que quand tu écris un texte, un roman, à partir d'un moment, enfin c'est la chose classique, hein, le roman vit sa vie et il peut peut-être dire des choses que tu n'as pas chargé de dire, mais que le lecteur, puisque tu assistes beaucoup sur la lecture, mais que le lecteur peut trouver dans le texte. C'est-à-dire que, tu vois, c'est toujours cette question, chez les littéraires, on fait de l'analyse de texte, on cherche plein de choses. Toujours des étudiants qui disent, mais c'est peut-être pas vrai tout ce qu'on trouve. Mais peu importe si le texte arrive à nous dire des choses. Est-ce que tu ne penses pas? Ah oui, absolument. Et non seulement je pense que c'est le cas, je pense que c'est même quasi inévitable. C'est-à-dire, il est inévitable qu'un texte écrit, à plus forte raison un texte, bon, c'est de la fiction, soit reçu et reçu dans l'interprétation. Et ce qui met dans une posture finalement très modeste, sinon humble, quand on écrit, parce qu'il faut être à l'écoute et attentif, il me semble, au personnage. Tout comme un peintre doit être attentif, non, là on ne va pas se taire. Tout comme un peintre. Guillaume Guglielmi est attendu à l'accueil. Merci. Il n'y a pas de Guillaume. On continue. Tout comme un peintre, je suppose, doit être attentif à son premier trait. C'est-à-dire, à un certain moment, dès que le personnage intervient et qu'il arrive à prendre place dans le récit, il manifeste une forme de volonté à laquelle on essaie d'être attentif. Parce que sinon, on perd la cohérence du personnage, du récit. Et c'est ça qu'on essaie de chercher. On essaie de chercher une nécessité à partir de ce qu'on est en train de faire même. Donc, déjà, depuis l'écriture, on est attentif à des choses qui nous dépassent. Alors là, quand il s'agit de lecture, moi, je suis très amusé, des fois, de voir, surtout quand c'est un public d'étudiants, tout ce que les gens lisent dans le livre. Je me dis, ah ouais, il y avait tout ça. Ouais. Bah oui, souvent, c'est ça. Super. Je me dis, bon, je peux me dire aussi, dommage. Et il y a des gens qui trouvent très drôle des choses que j'ai dit très, très sérieusement. Et il y a des gens qui sont très, très tristes. Il y a des gens qui sont très, très tristes sur des choses que j'ai dit pour rire. C'était une blague à la base. Donc, chacun en fait ce qu'il veut en fonction de son moment. C'est-à-dire, et c'est plutôt tant mieux. C'est plutôt tant mieux. Même si des fois, il y a d'autres choses que j'entends. Je voulais dire, mais taisez-vous, mais bon, je ne peux pas. Dire, ah, tu es dépossédé après. Hein. Oui, on est complètement dépossédé. Par exemple, je vais vous dire, la lecture qui revient le plus souvent quand on est dans un pays comme la France, et ce que j'ai moins vu en Haïti,
c'est que les gens interprètent le roman très vite sur son côté, on va dire, socio-économique. C'est-à-dire, ils se disent que tout ce qui se passe là, on s'en fout, c'est parce que ces gens sont pauvres. Je veux dire. J'ai envie de leur dire, oui, bon, faire un livre qui se passe dans un tel milieu populaire, on ne peut pas faire abstraction de la condition économique réelle de ces gens-là, mais je n'avais pas l'impression d'écrire un documentaire sur la pauvreté de certaines personnes. En plus, j'ai même l'impression qu'à chaque fois, leur acte a d'autres mobiles aussi, je veux dire, en même temps que leurs difficultés économiques ou etc., ou sociales. Et de telle sorte que, là, parfois, je me dis, oulala, je ne pensais pas être aussi porte-étendard de la misère du monde. Mais bon, ça me dépasse. Je veux dire, ce n'est pas à moi d'essayer de... Chacun fait sa lecture. Je suppose que d'autres gens... C'est même pas je suppose, j'ai pu constater que d'autres gens ne font pas forcément cette lecture-là, mais certains le font. D'autres questions il y a 2 micros qui peuvent circuler de part et d'autre. Merci. Moi, ma question, ce sera de vous demander comment un homme écrivain peut-il se mettre dans la peau d'une femme et écrire sur la femme. Est-ce que l'écrivain homme oublie qu'il est homme à un moment donné, ou bien comment je veux savoir quel est... Je vois qui vous êtes. Alors, je veux savoir quel est le ressenti de l'écrivain quand il écrit ce que ressent une femme. Oui. Alors, il se trouve que, pour commencer assez techniquement, un rapatrié n'est pas écrit à la première personne. C'est-à-dire que à la 3e personne, il est vrai qu'il m'arrive d'observer des femmes. Donc, du coup, ça me... Déjà, la focalisation n'est pas la même. Elle est déjà externe et je n'ai pas eu conscience de me mettre littéralement dans la peau d'une femme. Ceci dit, pour le moment, c'est de l'évitement. La question reste entière. La question reste, est-ce qu'il faut, pour faire fiction, est-ce qu'il faut de l'identification? Ou quelle proportion d'identification faut-il pour faire fiction? J'ai entendu récemment à la radio de passage, j'aurais été incapable de donner des références, à ce qu'il paraît, certains écrivains se font contrôler maintenant par ce qu'ils appellent les minorités quand ils en parlent. Par exemple, s'ils ne sont pas homosexuels et que des personnages homosexuels interviennent dans le livre, ils demandent à un ami homosexuel de lire le livre pour voir s'ils en parlent bien. Ou s'ils ne sont pas noirs, ils demandent à un ami noir. C'est une pratique à ce qui paraît anglo-saxonne, pour le moment. Je ne suis pas sûr d'être convaincu par cela. Et parce que le travail de mise en fiction est un travail aussi de responsabilité fictionnelle. On prend le risque, c'est un risque. Mais dans mon cas, c'était même plus qu'un risque, c'était presque une nécessité. Cela ne se voit peut-être pas, mais je suis un garçon très pudique. J'aurais été incapable de commencer tout de suite à parler de moi et de manière frontale. Du coup, je me suis mis à parler de ce qui paraît éloigné de moi, c'est-à-dire le destin d'une femme, d'une fille et de sa mère. Je n'ai pas pris le pari de ressentir ce que ressentent ces personnages. C'est pas du tout, ça n'a pas été mon pari. Mon pari était de pouvoir énoncer dans une forme narrative complète, dense et nécessaire,
de pouvoir énoncer ce qu'elles vivent. Pas forcément ce qu'elles ressentent. En tout cas, pas au premier abord, mais ce qu'elles vivent. Si poésie il y a, c'est la poésie des situations, plus que la poésie du ressenti. J'ai évoqué tout à l'heure Stefan Zweig. Moi, je pense que c'est un très fin psychologue, beaucoup le pensent. C'est quelqu'un qui arrive vraiment, avec les situations, à faire comprendre la finesse psychologique de ces personnages. Il a des personnages très très variés, de toutes sortes, mais il n'est pas, lui, toutes ces personnes. C'est à partir d'observations, c'est à partir de sentiments personnels, et quelque part, on est tous très différents, mais on se ressemble pas mal, finalement. Je veux dire. Il est facile de trouver des choses en commun pour pouvoir dire, je trouve. Mais tout à l'heure, tu as dit, Françoise, tout à l'heure, tu as dit que belliqueuse, je trouve ça toujours assez fascinant, la vie autonome du personnage, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Hein, la dernière fois, on avait déjà parlé de ça. Tu as dit que belliqueuse, finalement, tu la connaissais pas bien, et que, voilà, il y a quand même il y a une certaine opacité pour toi devant cette personne-là. Tu étais plus à l'aise avec Bélial. Hein. Mais belliqueuse a quand même forcé, elle a pris sa place, voilà, dans son opacité même, je sais pas. Oui, c'est vrai que j'ai cette grille de lecture-là, partagée par beaucoup d'auteurs, hein, qui est un petit peu, qui peut paraître un petit peu fétichisant, de pouvoir penser que les personnages puissent être des volontés autonomes, etc. Il y a un vocabulaire pour le dire qui peut très vite impressionner, mais c'est quelque chose qu'on expérimente dès qu'on crée soi-même. Hein. On n'a pas besoin d'être... C'est-à-dire, dès que vous avez l'habitude même de faire de la création de beaucoup de sortes, vous vous rendez bien compte que ce que vous avez fait a évolué indépendamment de vous. Vous vous rendez bien compte que quelque chose s'est passé avec vous, certes, mais c'est passé aussi un petit peu plus que ce que vous avez prévu. C'est toujours un petit peu plus. Donc, c'était le cas de belliqueuse. Il y a une forme d'autonomie, mais pour trouver cette autonomie-là, je tiens à le dire, il faut être attentif. Comme là, je suis en train de travailler, bien entamer un deuxième roman, je m'inquiète quand j'ai l'impression, je sais que c'est une mauvaise impression, de subsumer un personnage. C'est-à-dire de connaître le personnage complètement, c'est comme si c'était une fiche Excel devant moi. Globalement, il y a quelque chose de raide quand c'est le cas. C'est-à-dire, il faut que le personnage puisse surprendre un petit peu. Bon, sinon, c'est pas intéressant. Je veux dire, si c'est pas intéressant pour moi, ça pourrait être difficilement intéressant pour le lecteur. Est-ce que j'aimerais poser une petite question à Néhémie? Alors, moi, je l'ai lu ton roman et j'ai beaucoup ri. D'ailleurs, c'était un sujet de discussion avec les étudiants. Notamment, j'ai ri même de ce qui n'est pas risible, ou par exemple, parce que en gros, l'histoire, belliqueuse, sa famille et les gens qui n'ont plus rien prennent le bateau pour aller, donc, de frère Fanon quand même, donc il y a tout un travail aussi sur les noms, ils prennent le bateau pour aller en Floride, pour vivre mieux. Mais moi, je ne me suis pas du tout arrêtée sur la misère, tout ça, mais vraiment le côté comique. Et je me suis dit, s'il y a des philosophes peut-être qui t'ont inspiré, ou en tout cas que tu as détourné peut-être pour nous faire rire, et je pensais notamment peut-être à Diderot et à Jacques le Fataliste, je ne sais pas pourquoi, mais je donne juste un exemple et après je te laisse nous en dire plus. Par exemple, quand Bélie, donc, elle est sur le bateau, et puis apparemment le bateau va couler, et elle balance son môme à la mer. Et c'est le deuxième qu'elle balance comme ça. Et tu parles à la page 16, tu dis « À la vérité, Bélie n'avait pas connu un seul, mais deux grands périls dans cet épisode antérieur de son passé brumeux. Il y avait certes le voyage échoué, mais aussi la raclée biblique. Et il y a comme ça dans tout ton texte des références, mais alors drôles, pour moi très drôles. La raclée biblique, il faut le trouver. C'est-à-dire qu'une raclée biblique qui en a déjà pris, c'est très bien ce que c'est. Oui. Ça ne s'explique pas. Vous avez pris des raclées, vous, petits? Je vois que c'est un très bon public. Donc, oui, effectivement, Ferrugia, il y a, bon,
je ne pense pas être quelqu'un de triste en général. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas vous mentir, je suis quelqu'un d'assez joyeux, me semble-t-il. Mais dire des choses terribles ne nécessite pas du pathétique. Je veux dire, au contraire, ça peut tout à fait bloquer ce qui se dit. Alors que parler le plus sincèrement, quoi qu'on dise, peut faire émerger ce qu'on dit mieux. Et concernant la raclée biblique, bon, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin d'expliquer une raclée biblique, à moins de ne pas savoir ce qu'est une raclée. J'ai expliqué récemment que deux coqs se battaient et qu'ils ont appliqué une telle violence qu'elle mériterait de figurer dans un livre religieux. On comprend très vite. Je veux dire, il y a une forme d'exagération dans les livres religieux. C'est presque leur essence, je veux dire. Il se passe tout le temps des choses exagérées. Mais pour ce que Belliqueuse a pu faire pour mériter cette raclée biblique, ce n'est pas drôle du tout. C'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Non. Par ailleurs, pour te rendre justice, Ferrugia, j'ai une certaine idée de l'humour. Pour moi, les mecs vraiment drôles, c'est-à-dire, en tout cas, les blagues vraiment drôles, ce n'est pas forcément la grosse vanne. C'est la blague à laquelle tu rigoles et presque immédiatement après, tu as un petit peu honte d'avoir rigolé. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça un mec vraiment drôle. C'est-à-dire, ou une femme vraiment drôle, c'est une blague tout simplement vraiment drôle. C'est une blague qui fait rire, et tout de suite après, on se dit, oh là là, c'est horrible. On ne saurait pas dû rigoler. Et c'est Maryse Gondé qui a reçu d'ailleurs, son prix Nobel alternatif hier, je crois, que la réception a eu lieu, qui disait, à raison, quand on lui a dit, mais madame, votre plaisanterie est vraiment de très mauvais goût, elle disait, mais à quoi sert une plaisanterie si elle n'est pas de mauvais goût? C'est vraiment... D'ailleurs, on avait avec... micro, sinon on n'entend rien. C'est fini. Avec Zine, on va appuyer sur quelque chose. Oh là là, j'aime pas la technique. À propos de Maryse Condé, avec Zineb, Ali Benali, on avait écrit un texte dans un numéro de littérature où on parlait du rire créole de Maryse Condé. Parce qu'il y a ce rire qui est, tu sais, un rire qui n'est pas un rire de drôlerie, mais un rire, voilà. Presque acide. Oui, presque acide, tout à fait. Je ne veux pas dire jaune, parce que pourquoi jaune, mais acide. Oui. Presque acide, oui. C'est ce que je trouve, enfin, personnellement, c'est ce que je trouve vraiment drôle. C'est quand on rit et puis on a presque honte. Parce que quand même, juste avant la prochaine question, je tiens à dire que la honte, finalement, la honte, c'est l'un des moteurs les plus forts de la littérature. C'est vraiment... c'est l'un des moteurs les plus forts d'une certaine littérature engagée aussi, en tout cas d'une certaine façon de s'engager en littérature. C'est-à-dire, des fois, on préfère rire des situations parce qu'on en a honte. Il faudrait parler longuement de la honte. C'est un moteur très fort. Hein. Les gens ne supportent pas qu'on leur fasse honte. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut taper quelqu'un, on peut l'affamer, on peut... Mais quand tu humilies, oui. Les gens ne supportent pas d'être humiliés en général. La honte, il y a des grands débats qu'on pourrait faire sur la honte. Voilà. Jean ? Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, j'ai une question sur la langue, ça.
Ça va peut-être vous énerver, parce qu'on pose ces questions que aux écrivains francophones, aux écrivains français. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur la langue, question que je la pose pas? Si. Bah, je pense que vous avez le premier. En fait, moi, quand j'ai lu le livre, ça marche parce qu'il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de créole dans le livre, il n'y a pas de... Mon créole sauf à la fin, je ne sais pas, Agouéton, c'est du créole. Non, je l'ai inventé, c'est du bien. Moi, je l'ai vraiment inventé. Donc, pour moi, il n'y avait pas de créole. Et j'avais l'impression que vous utilisiez un style un peu déconnecté de ce que vous racontiez. Pas des choses de... un milieu simple, des actions simples, ceci, cela, avec un vocabulaire très complexe. Et donc, quand j'en discutais avec madame qui est à votre gauche... Simazotti, pardon. Braun, madame Braun, c'est plus facile. Non, Simazotti. Simazotti. J'aime bien la difficulté. Elle m'a dit qu'il y avait justement du créole à l'intérieur de ce texte, mais qu'on ne le remarquait pas, qu'il fallait être créole pour Moi, j'en entends, mais bon. le remarquer. Et puis c'est vrai qu'après réflexion, moi j'ai un voisin haïtien qui a cette façon un peu de parler avec un vocabulaire plutôt soutenu pour des choses simples. Et donc je me demandais, est-ce que c'était une volonté chez vous d'affirmer une identité sans que les gens le sachent? Alors, on va prendre les questions les unes après les autres et je vais essayer de faire vite. Pour la question de l'haïtien, donc à côté de chez vous, votre voisin qui parlerait dans un français plutôt complexe, en Haïti, le français est la langue de l'école. Hein, on apprend le français à l'école. Je veux dire, les gens ne parlent pas français tous les jours à la maison globalement. Dire, wow, il y a peu de gens qui le font. C'est-à-dire que quand je parle français, je parle une langue apprise. Je ne parle pas une langue que je parle dans la rue avec mes amis ni avec mes frères à la maison. Ce qui fait que je parle une langue très influencée par les livres, très influencée par une certaine façon plutôt complexe de parler. Et concernant la présence du créole en sous-tension à mon écriture, forcément. C'est-à-dire, je ne veux pas penser que la langue que je crée n'est qu'une espèce de résultante d'un sous-texte créole dans un livre en français. Ce n'est pas que cela, je veux pouvoir penser, inventer une langue. D'ailleurs, le mot agouéton est un bon exemple parce que je l'ai complètement inventé. Et avec agoué et ton, je me suis dit ton c'est très joli, bon voilà. Et je peux vous expliquer ce mot plus en détail, mais ce que je veux savoir, c'est arriver à aboutir à une langue qui soit une langue Pierre Dahomey, tout comme il y a une langue Marquez, une langue Saramago, une langue... C'est ce à quoi j'aspire. Mais maintenant, je ne veux pas non plus, comme il a longtemps été le cas, devoir à chaque fois mettre faire des appels de notes pour traduire les expressions créoles, soit faire des traductions littérales pour faire texte, pour faire créolité. Je ne veux pas... c'est une petite tension qui existe entre les autres Antillais et les Haïtiens, parce que les Haïtiens, on est convaincus que la créolité ne pourrait pas naître en Haïti. Parce qu'on est vraiment en situation de bilinguisme. C'est-à-dire que même si certains auteurs comme Jacques Roumain ou dans une certaine période du XXe siècle haïtien a pu être laissé rentrer pas mal d'expressions créoles traduites littéralement dans leurs textes, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Je veux dire, on écrit vraiment directement en français quand on écrit en français, ou en créole quand on écrit en créole. Et même les dialogues sont en français dans le texte, alors que les personnages de qui je parle, normalement parlent créole. Mais je traduis l'esprit de ce que le personnage a à dire. Voilà. Donc, en gros, je préfère penser qu'il y a une langue Pierre Dahomey dans le texte, mais oui, je reconnais tout à fait que le fait d'être parfaitement créolophone
d'être parfaitement bilingue a dû jouer dans la façon aussi que je mets en place, dans la façon dont je mets en place cette langue Pierre Dahomey. En même temps que je parle créole, mais j'entends les gens parler créole aussi. C'est-à-dire, je suis un petit peu spectateur aussi de la langue. Je ne sais pas si c'est le fait de parler aussi français. Je veux dire, je parle, même si parfois ça me fatigue. Hein. Il faut savoir qu'à un certain moment, à force de parler français, je suis vraiment fatigué, je veux dire, physiquement. C'est comme quand on parle dans une langue étrangère, parce que le français, j'ai appris à l'école. Hein, dire, pour moi, le et la n'a aucun sens. Je veux dire, pourquoi la table et pas le table? C'est-à-dire, concrètement, à un certain moment, après 2 heures là, vous allez m'entendre dire le porte, parce que je suis fatigué. Je veux dire, j'en peux plus. Du coup, j'entends parler créole aussi. J'entends, je peux jouer avec ça. Je joue avec cet accent aussi. Alors, pour faire suite à cette question, je ne les ai pas notés dans le texte, mais il y a tout un, je dirais, un parler créole qui traverse le texte de Barnabas. Et il y a une formule que vous utilisez souvent, appeler ceci, appeler cela. Donc voilà, ça rejoint d'une certaine façon Maurice Sixto, quoi, dans sa manière de le raconter. Donc je ne les ai pas notés, mais il y a tout un parler créole qui traverse le texte et que l'haïtien va rapidement retrouver dans un créolophone, je dirais. Alors, j'ai une question à vous poser, ou à te poser, Néhémie. Alors, vous avez parlé d'urgence narrative dans ta présentation. Moi, je voudrais te demander en quoi ou pourquoi est-ce qu'il était urgent de raconter cette histoire, et est-ce que cette urgence a quelque chose à voir avec le fait que, dans certains cas, dans certains cas, le récit coule à flot, et vous ne laissez pas parler des personnages. Vous laissez parler très peu des personnages, et est-ce que aussi c'est ce qui justifie le fait que vous faites parler davantage, à mon sens, Bélial que Béli? Est-ce que c'est parce que vous... Je voudrais rebondir sur ce point-là. Vous créez les personnages et vous dites que voilà, le personnage Béli, il vous échappe. Alors, donc c'est un peu ça. Donc, la question, ça comporte deux volets. Donc, est-ce que c'est en raison de cette urgence que vous faites parler très peu des personnages, notamment Béli, et aussi, est-ce que c'est... Je voudrais que vous puissiez revenir sur ce point-là, sur le fait que vous faites parler davantage Bélial comme texte que Béli. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le fait que, comme vous l'avez dit tantôt, que c'est un personnage qui vous échappe? Donc, j'ai une deuxième question que je poserai à vous. Oui, merci, mais toi, mais tu sais, les gens savent qu'on est amis, donc tu peux me tutoyer. C'est la peine de mentir. Sinon, je te vous vois. Hein. Donc, alors, merci vraiment pour cette question, parce que ça me permet de revenir sur deux choses. La première, c'est que, je l'ai dit très vite au début, j'ai commencé ce texte en 2011 alors que j'étais en résidence de théâtre. J'étais censé écrire une pièce de théâtre et avec un certain nombre de dialogues, etc. Mais je trouve, honnêtement, les dialogues très difficiles à écrire. Je veux dire, déjà, dans un roman, prenons d'abord le cas d'un roman, il est très rare de trouver un dialogue dans un roman qui soit à la fois nécessaire, qui fasse avancer le récit et qui jouit par cette nécessité d'une certaine beauté. C'est-à-dire, j'ai lu beaucoup de romans, pas du tout dépourvus d'intérêt, où les personnages prennent du temps pour se dire, tu sais, tu me plais beaucoup, ah oui, moi aussi, je te plais, ah bon, est-ce qu'on peut y aller? Oui, allons-y. Où le personnage dit, est-ce que tu penses qu'on se verra demain? Oh, je ne sais pas, mais réponds-moi franchement, oui, je vais y penser. Eh bien, dis-le-moi franchement, d'accord, on se verra demain. Je trouve ça complètement inutile. C'est-à-dire que, pas inutile dans un sens d'économie du récit, hein. Je trouve que c'est pas beau, déjà. Ça ne fait pas avancer le récit. Et ceux qui savent le faire sont rares. C'est-à-dire, il est rare de trouver un romancier qui est capable de poser un beau récit dans un roman. C'est-à-dire un récit nécessaire.
Parce qu'un roman ne fait pas une éternité de mots. Ça fait un certain nombre de mots. Il y a une nécessité à créer, une nécessité narrative à créer. Et cette nécessité narrative, oui, même si le mot est galvaudé, j'ai essayé de l'éviter, oui, mais passe par une certaine économie du récit. Et au nom de cette économie du récit, je me verrais très mal poser ce genre de dialogue. Et du coup, oui, j'assume tout à fait d'éviter les dialogues non nécessaires. Voilà, d'éviter que les personnages se disent « Est-ce qu'on se voit demain? Je ne suis pas sûr. Tu es sûr que tu n'es pas sûr? Je viens de te dire que je n'étais pas sûr. » J'essaie d'éviter ça parce que premièrement parce que je ne sais pas le faire. C'est-à-dire, je me trouve très mauvais dialogueur. Deuxièmement, parce que je préférerais, le jour où je me mettais à le faire, bien le faire. Donc cette urgence narrative se situe là aussi. Et se situe... mes auteurs préférés ne font pas de mauvais dialogues. Et comme je voulais ressembler à mes auteurs préférés, j'essaie de ne pas faire de mauvais dialogues. Alors oui, Samantha. Moi j'ai une question sur le choix du nom Bélia. Est-ce qu'il y a un rapport culturel ou pas? Moi je suis martiniquaise et il y a une chanson traditionnelle en Martinique qui s'appelle Bélia aussi. Et je veux savoir si c'est un rapport culturel par rapport au choix du nom du personnage ou autre. Alors, sur la question des noms, il y a tout un travail d'onomastique, c'est-à-dire d'onomastique, un gros mot pour parler de l'art des noms propres, pour parler de ce rapport aux noms propres dans le récit. Déjà, le personnage principal, qui est censé avoir un caractère très trempé, s'appelle Belliqueuse. Et moi, personnellement, j'ai pas mal changé de nom dans ma vie pour des raisons pour des raisons ou pour d'autres. J'ai eu l'occasion de le mentionner au début, mais je savais que les questions me permettraient de revenir là-dessus. En ceci, je ne suis pas très original. En Haïti, on fait à peu près ce qu'on veut avec les noms propres. Vraiment. Et Ulysse. Ulysse Mentor. Il s'appelle Ulysse Mentor. C'est-à-dire... Etc. Parce qu'il y en a d'autres derrière. On fait vraiment à peu près ce qu'on veut avec les noms propres. Vraiment. Et quelqu'un qui aime John Fitzgerald Kennedy, qui s'appelle Joseph, va appeler son enfant John Fitzgerald Kennedy Joseph. Bon, point final, il fait ce qu'il veut. Et comme on n'a pas de... À part à un certain moment, les officiers d'état civil qui mettaient un petit peu Jean et Marie partout, on n'a pas de religion qui nous interdit ou qui dicte les noms. En même temps, il y a des gens qui sont très chrétiens. En même temps, il y a des gens qui sont très... qui regardent la télé, qui donnent des noms qu'ils écoutent à la télé. En Haïti, vraiment, on se donne beaucoup de liberté sur les noms propres. Il y a des gens qui s'appellent de toute façon possible et imaginable. Et ceci est très exploité par les romanciers. Et il y a Justin Lérisson qui a fait un roman qui s'appelle La famille des petites cailles. Justin Lérisson, c'est un auteur haïtien du XXe siècle. Il a fait un roman qui s'appelle La famille des petites cailles. Dans La famille des petites cailles, il raconte l'histoire de la famille des petites cailles, c'est-à-dire des fils de maison, si vous voulez, entre guillemets. Dans La famille des petites cailles, le couple commençait à avoir des garçons, et ils ont appelé le dernier garçon Assez l'homme, pour ne plus avoir de garçons. Et de fait, ils n'en ont plus eu de garçons. Du coup, ils commençaient à avoir des filles. Bon, ils commençaient à avoir des filles. Et ils ont appelé la dernière fille Assez fille. Et je vous promets qu'en Haïti, dans les milieux ruraux, en tout cas, ça peut se trouver des gens qui s'appellent Assez l'homme, Assez fille, Ces derniers, etc. Donc, Ces derniers, c'est-à-dire c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier, donc c'est le dernier. Donc, les écrivains prennent des libertés et du coup, il y a un vrai travail au niveau onomastique possible. C'est-à-dire, on peut vraiment créer avec les noms propres. Du coup, moi-même, j'ai eu à créer sur mon propre nom. Quand j'étais... Moi, je m'appelle Néhémie. En Haïti, c'est souvent un prénom de fille, Néhémie. Bon, allez vous faire respecter sur un terrain de basket avec un prénom de fille dans les quartiers de Port-au-Prince. Du coup, je me suis longtemps fait appeler pour le basket Maestro. Bon, excusez du peu. J'y avais pas pensé. Et après, quand j'étais à l'école normale supérieure, d'ailleurs c'est sous ce nom que j'ai signé mon premier livre de poésie, je me faisais appeler Dolmancé.
Alors Dolmancé, c'est un personnage de Sade, hein, dans la philosophie, dans le boudoir. Il y a Eugénie qui se fait faire l'éducation sexuelle par Madame de Saint-Ange et Dolmancé. Donc étudiant, bon, j'ai voulu me la péter un peu, peut-être mettre une petite affiche sur ma tête pour les étudiantes, donc je me suis fait appeler Dolmancé, quoi. Alors comme ça, j'ai à chaque fois changé de nom en fonction de ma situation personnelle. Et bien pareil, dans le roman, et c'est en ce sens que je dis que je le veuille ou non, le roman doit parler de moi d'une certaine façon. Dans le roman, à chaque situation, les personnages ont changé de nom, si vous vous rendez bien compte. C'est-à-dire, Belliqueuse Lucien a fini par se faire appeler Manzin Philo. C'est-à-dire, Bélial, Bélial a fini par changer de nom subtilement parce qu'elle a perdu le E dans son nom. Au lieu de B, elle s'est fait appeler Bélial pareil. Le Fedner s'est fait appeler Colibri. C'est-à-dire, à chaque personnage qui vit une situation radicalement différente, à un certain moment dans le récit, je change son nom. Voilà. Donc, c'est aussi mon histoire personnelle. À chaque fois que j'ai eu l'impression de vivre une étape radicalement nouvelle dans ma vie, pourquoi pas, j'ai décidé de prendre un autre nom. Donc là, maintenant, je m'appelle Néhémie Pierre Dahomey, nom d'écrivain. J'espère que ce sera le dernier. Juste une toute petite question sur Bélial, justement. Toute petite question. Tu parles de s'autonomer, parce qu'elle ne s'appelle pas quand elle est petite. Alors justement, comment tu passes de s'autonomer, parce qu'on ne la nomme pas, et en plus elle s'appelle après toute seule, et c'est elle qui décide d'enlever le E, parce qu'on lui balance un E chez les Français, chez Pauline. Et donc comment tu expliques aussi ce phénomène de ne pas nommer? Parce qu'il y a aussi cette histoire dans ce roman de comment est-ce qu'on nomme les choses, les gens. Alors, on vit parmi les noms propres. Hein. On prend ça pour une prolongation normale de nous-mêmes. On a chacun ici présent, j'en me mettrais à ma mère à couper un nom propre. Et la rue dehors a un nom propre. On vit parmi les noms propres. Et j'ai trouvé cette façon peut-être originale, je ne l'avais pas lu ailleurs, en tout cas ça m'est venu, de faire que ce personnage vive le problème de l'onomastique très différemment. C'est-à-dire, c'est elle qui va se donner elle-même un nom. Elle s'est autonomée. Et elle s'est autonomée parce qu'on avait complètement oublié de lui donner un nom. Bon, ils ont oublié, bon voilà, c'est-à-dire parmi toutes les choses qu'on a à faire, ils ont oublié de donner un nom à la fille, à la nouvelle. C'est très drôle. Et, du coup, tout le monde l'appelait, tout le monde l'appelait la petite dernière, comme c'est elle qui est née en dernier. Bon, c'est la petite dernière, c'est la petite dernière. Et quand elle a pu parler, elle s'est donné le nom de Bélial. Et je ne sais pas l'expliquer sinon par un clin d'œil, si vous voulez, un petit peu ésotérique. C'est-à-dire, c'est un clin d'œil ésotérique, parce que Bélial, c'est l'autre nom du diable, c'est le nom du mal personnifié. Bon, j'ai voulu laisser aller le personnage dans leur part de mystère. Ce qui est aussi quelque chose que les créolophones ont plus compris. J'ai parlé de ce livre en Guadeloupe. Les gens m'ont posé des questions un petit peu mystiques qu'on ne m'a pas posées en France. Je me dis, oh là là. C'est bien. Ça veut dire que ça résonne. Bon, je me permets de poser La dernière question. Ah. Ben, comme tu y es, vas-y. Oui, une autre question. Alors, l'histoire que tu racontes s'étend sur plus d'une vingtaine d'années. Et du coup, tu as représenté dans ce roman plusieurs événements historiques. Tu es venu en Haïti, 2004, 2010 notamment, et des événements qui ont donné matière à d'autres romans. Donc moi, je voudrais te demander quelles difficultés cela t'a-t-il posé de travailler sur ces événements-là, alors que ce sont des événements qui ont déjà nourri d'une certaine façon la production romanesque haïtienne. Donc quel genre de difficultés vous avez rencontré pour travailler sur ces événements-là, pour les mettre en fiction? Je n'y avais pas pensé. Du coup, je n'ai eu aucune difficulté. Vraiment, je n'y avais pas du tout pensé. C'est-à-dire que ça s'est un petit peu fait tout seul. Parce que raconter une histoire qui commence en Haïti dans les années 86 et qui se termine dans les années 2011, c'était comme une évidence, même pas une évidence, puisque je n'y avais pas pensé. C'est peut-être le nom le plus entier de l'évidence, quelque chose à quoi on ne pense plus.
Et c'était comme une évidence évidente, si vous me passez cette espèce de tautologie. Donc c'était comme une évidence évidente que en 87, il y a les exodes, tantôt exode province vers ville, tantôt ville vers Miami. Il y a en 2000, c'est en 87, donc il y a en 2004 événement politique, départ de Jean-Bertrand Aristide, et puis en 2010 le séisme, le tremblement de terre. C'est-à-dire je n'y avais quasiment pas pensé. C'était comme si ces événements-là s'étaient imposés dans le cours du récit, parce que les personnages vivaient là. Bon, qu'est-ce qui pouvait leur arriver d'autre pendant un tremblement de terre que de vivre le tremblement de terre? Ils ne pouvaient pas dire, ah oui, il y a eu un tremblement de terre par là. Ça aurait été un petit peu culotté. Dans un dialogue, il y avait un tremblement de terre. Ah oui, c'est vrai. Donc, quand même, je n'y avais vraiment pas pensé, ce qui fait que ces trois événements ne sont certes pas déterminants, ni centraux, peut-être déterminants, mais ne sont pas des événements qui ont une ampleur centrale dans le récit, mais c'est des événements qui y sont. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça? Je trouve que justement, ce qui est bien, c'est que tu passes sur ces événements avec beaucoup de légèreté, alors que ça pourrait devenir quelque chose. Voilà. C'est là, ça fait partie de la trame de la vie des gens. Et voilà, je crois que on arrive dans un récit où on n'est pas en train de se focaliser sur certaines choses sur lesquelles certaines personnes se sont focalisées à raison ou à tort comme ils veulent. Hein. Mais c'est bien parce que c'est là, et puis voilà, si on le sait, c'est bien. Si on ne le sait pas, peut-être qu'on peut percevoir comme ça, mais ce n'est pas, c'était pas du tout ton sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont là parce que ça fait partie de la vie haïtienne et de la. Bon, je trouve que c'est bien, c'est assez réussi ça finalement. Alors il y a quelqu'un qui voulait parler. Bonjour, je me présente, je suis étudiant en L2 dans le département de littérature. J'ai une question à vous proposer par rapport à ce moment. D'abord, je viens de feuilleter et je vois que l'écriture c'est assez métaphorique et assez rythmé aussi sur ce soir. Et j'aimerais bien savoir comment vous expliquez les personnages de ce roman ont une plus-value dans l'histoire. Ont une plus-value. Plus-value. Oui, dans cette histoire. Vous êtes marxiste? Pas plus. Un peu, ouais. Et j'ai une deuxième question, c'était... vous avez parlé des auteurs qui vous ont marqué, comme Amadou Mpateba, comme Amadou Koulman, qui est l'auteur du Soleil des Indépendances. Est-ce qu'on peut dire que dans ce recueil, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des fragments de ces auteurs que vous venez de citer? Est-ce qu'on peut en retrouver dans des citations ou des passages de ces auteurs qui vous ont marqué dans votre parcours universitaire? Oh, je pense que pas directement. Probablement il y a de l'intertextualité, c'est possible, mais je n'ai pas fait l'exercice de chercher moi-même. Pas directement, il n'y a pas, me semble-t-il, de référence directe. Au contraire, à un certain moment, quand j'ai... je ne sais pas si vous avez déjà lu l'un de ces auteurs cités. Tous, c'est des auteurs qui ont en commun d'avoir une langue très marquée. C'est-à-dire, on ne peut pas... Dès qu'on commence à dire dans une histoire, pardon, je vous avais prévenu, dès qu'on commence à dire dans une histoire bien des années plus tard, on ne peut pas ne pas penser à Gabriel Garcia Marquez, il dit tout le temps ça. Voilà. Dès qu'on commence à faire des phrases interminables, introduisant les dialogues dans les paragraphes avec des lettres majuscules, on ne peut pas ne pas penser à Saramago, il fait tout le temps ça. C'est des auteurs qui ont des langues très très marquées. Dès qu'on pense à des dialogues très ironiques et très, très forts, on ne peut pas penser à Mpateba, il est le maître de ça. C'est-à-dire que, du coup, c'est des gens, en même temps qu'ils vous influencent, en même temps, il faut être prudent avec eux. Parce qu'ils peuvent écraser. Ils peuvent écraser, ils ont un talent trop fort, trop influençable et trop visible. Ils peuvent écraser. Donc, pour ma part, je pense avoir quand même mis un petit peu de... comment dire, d'épaisseur poétique pour que ce soit ma propre voix qui émerge, donc au-delà de tout le respect que je peux avoir pour tous ces auteurs. Quant à la plus-value, je ne sais pas si c'est une lecture, quel type de lecture vous portez là.
Mais certes, ces personnages sont donnés, j'ai essayé de leur donner leur chance à chacun. Hein. Chacun des personnages sont un petit peu là pour, pour lui-même. Même si le texte est dense, il me semble ne pas les avoir trop maltraités, non? C'est-à-dire avoir laissé les personnages s'épanouir, c'est-à-dire il n'y en a pas eu un, au contraire, il n'y en a pas eu un qui, auquel je n'ai pas essayé de donner une petite présence. Je ne sais pas si c'est de la plus-value, mais oui, j'ai essayé de leur donner une petite présence. Mohamed? La personne qui a le micro, vous avez une question? Oui, ça fait un moment. Bonsoir. Vous avez plusieurs fois parlé de Gabriel Garcia Marquez et j'aurais donc voulu savoir comment il vous a inspiré, puisque vous disiez être inspiré par lui, et si dans votre roman on retrouve du réalisme magique. Alors, comment il m'a inspiré dans tout, c'est même pas de l'inspiration dans son cas, c'est-à-dire que j'ai pu le constater après, je me suis rendu compte après que finalement, au moment où j'aimais le plus Garcia Marquez, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de raconter moi-même des histoires. Donc ce n'est même pas qu'il m'a inspiré, c'est qu'il me donne envie aussi. C'est-à-dire, la différence est ténue, hein, il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent inspirer, c'est-à-dire qui peuvent transporter, pour ainsi dire. Mais vouloir faire aussi, il n'y a pas beaucoup qui donnent cette envie-là. C'est-à-dire vouloir faire aussi, j'y vais. Et concernant le réalisme merveilleux, c'est un long débat. Un long débat et un beau débat. Il y a ces écrivains de la Caraïbe qu'on peut citer, le Cubain Alejo Carpentier, l'Haïtien Jacques-Stéphane Alexis, le Colombien Gabriel Garcia Marquez, on pourrait en citer un certain nombre. Vous n'êtes pas épargné dans leurs livres de voir advenir des événements qu'on pourrait qualifier de surnaturels ou d'inhabituels, tout simplement. Mais il se trouve que ces écrivains, étant caribéens, vivent dans une réalité où vous n'êtes pas à l'abri de voir des choses extraordinaires. Je veux dire que, en tout cas, d'entendre dire avec une conviction tout à fait prosaïque des choses extraordinaires. C'est-à-dire, dans ma famille, dans ma propre famille, on a grandi avec la conviction que mon père était mort. Avant de nous donner naissance, il était mort, et puis il nous a donné naissance. Après, il était mort, après il n'était plus mort. Parce que j'ai un frère qui l'a tiré de la mort avec une affaire de poulet, et que suite à cette affaire de poulet, il n'était plus mort. Voilà. Et je vous le dis très prosaïquement, depuis que je suis petit, mon père n'a jamais mangé de poulet. Je veux dire, il n'en a jamais mangé. Et si dans la sauce, si on fait du poulet le jour même, il faut qu'il ait un service tout à fait à part pour ne pas mélanger les sauces, etc. Mais pour moi, c'était pas une histoire, c'était pas du réalisme magique, c'était pas une histoire extraordinaire. C'était mon père qui a un pied, qui a un trou dans le pied parce que il s'est pris un clou du cercueil quand il était mort. Je veux dire, comme maintenant il est plus mort. Bon, par ailleurs, il est remort après. Donc, il a pu remourir. Bon. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas, je veux dire, c'est comme ça. Et ça, tous les auteurs, en tout cas pas tous, oui, ceux que je viens de citer, principalement Gabriel Garcia Marquez, il n'a pas arrêté de leur dire aux gens, il n'a pas arrêté de leur dire, ce que vous appelez le réalisme merveilleux, le réalisme magique, c'est de la réalité. Je vous raconte ce que les gens disent et vivent vraiment. C'est comme si vous veniez dire à un chrétien ou à un musulman ou je ne sais pas que Dieu c'est magique. Non, il va vous dire non, Dieu n'est pas magique. Je sais puisque je lui parle tous les matins. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, c'est Dieu. Vous connaissez pas Dieu? Mais moi je connais. Je veux dire, c'est lui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours, etc. Je vous défends d'aller expliquer à cette personne qu'il s'agit là de magie. C'est pas de la magie, c'est la réalité. Je veux dire, c'est comme ça. Ce qui fait que, dans ces cas-là, le réalisme magique, c'est tout simplement du réalisme, si vous voulez.
C'est pas le réalisme qui est magique, c'est la magie qui est réelle, si vous voulez le dire. Les gens, ils vous le disent, hein, ils vous disent. Bon. Du coup, moi, j'ai besoin de croire en toutes ces histoires pour pouvoir en raconter. Ce qui me met en situation de croire à un certain nombre d'histoires qui peuvent se contredire entre elles, mais je m'arrange pour avoir une grande flexibilité intellectuelle me permettant de croire à beaucoup de choses, ce qui fait que, en tant que romancier, en tout cas, je peux être un interlocuteur plutôt facile pour un religieux ou pour quelqu'un qui me raconte. Quand il y a les témoins de Jéhovah qui viennent chez moi, vu que j'ai un peu de temps, je leur parle un moment, en général, ils pensent que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais parce que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Autant que quand je suis dans mon quartier à Saint-Denis, j'ai habité là quelques années, et qu'un monsieur vient me parler de Allah, etc., il pense que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais parce que c'est vrai, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je suis d'accord aussi avec un certain nombre de choses. Bon, voilà. C'est pour vous dire que c'est un débat très passionnant, très beau. On pourrait faire une séance entière sur le réalisme merveilleux, le réalisme magique. D'accord, on le fera. Ça me passionne personnellement. Hein. À quel moment la modulation que font les gens de la réalité est ou non de la réalité? C'est-à-dire à quel moment ce qui nous fait agir est ou n'est pas réellement, puisque ça nous fait agir. Je veux dire, quelqu'un qui parle à Dieu tous les matins, bon, Dieu, il parle à Dieu, je veux dire, qui le fait tous les matins. C'est pas rien, je veux dire, ça te fait agir d'une façon ou d'une autre. Tout comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu dans sa vie, je veux dire, concrètement, ça le dispose d'une autre manière. Donc, oui, et c'est tout à fait le débat du livre, et comme le débat de tout ce que en tout cas, quelque part, dans tout ce que je suis, et tout, je suis fasciné par ce type de débat. Déjà, mon père était pasteur, attention. Ça, c'était avant la première mort. Non, après la première mort, il était pasteur, mon père. C'est-à-dire, c'est des choses qui m'interpellent vraiment. Je suis très intéressé en général à ce que les gens me disent d'extraordinaire. On vient quand même d'un pays, Haïti, où on voit une petite vieille et puis les gens disent c'est un loup-garou. On dit mais comment ça un loup-garou? Ils disent non, parce que le soir elle vole. Comment ça elle vole? Mais il y a des ailes qui poussent et elle vole. Je dis bah oui. On se transforme la nuit. La nuit, voilà, ils s'envolent. C'est-à-dire que ils enlèvent leur peau. Ils enlèvent leur peau, c'est-à-dire. Mais c'est pas ce que je vous dis là, c'est pas des choses que les gens disent en riant. Hein. Chez moi, on dit que des vieilles femmes voyagent dans des boîtes d'allumettes. Dans des boîtes d'allumettes, voilà. C'est pas des choses que les gens disent en riant. Les gens te disent, par exemple, je veux pas qu'un tel rentre ici parce que hier soir, elle a volé sur mon toit et ça a fait trop de bruit. Enfin, concrètement, je veux dire, quand on vit dans une réalité comme ça, oui, il se passe quelque chose. Donc, dans votre roman, il y a ces traces de réalisme magique? Non, ce que j'essaie de vous rappeler, c'est que pour moi, c'est même pas du réalisme magique. Appelez-le alors. Ah, mais j'ai un mot pour ça. Je l'appelle tout simplement de la littérature. C'est-à-dire que je raconte ce que vivent les gens. Parce que les gens le vivent vraiment. C'est-à-dire, ils le vivent vraiment. Si on leur demande, ils vous le disent, hein. J'appelle ça, de la littérature. Question? Mohamed. Alors, c'est Goldorak. Alors, vous nous avez rappelé l'importance que certains personnages prenaient dans ce roman, notamment Bélial. Et à un moment, vers la fin du roman, il y a une phrase qui m'a interpellé. C'est quand Bélial dit à sa seconde mère, car elle a deux mères, dit à Béli, enfin lui promet qu'elle retrouverait sa sœur Luciole. Alors, cette phrase m'a fait penser, est-ce que ce ne serait pas une ébauche pour une suite, où vous raconteriez l'autre vie de Luciole? Acte 2, comme il dit. Voilà. Peut-être.
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas sur ça que je travaille en ce moment. Et pour répondre à la question sur Luciole, qui va peut-être arriver par ailleurs, à un certain moment, elle a un petit peu disparu du récit. Mais elle avait vraiment disparu, c'est parce que je l'ai complètement oublié. Et je me suis ressouvenu d'elle au même moment que sa sœur. C'est-à-dire au moment où j'écris que sa sœur reprend le souvenir de quelqu'un qu'elle avait complètement oublié, qu'on a complètement oublié dans l'histoire, c'est Luciole, c'est au moment aussi où le narrateur que j'ai été s'en est ressouvenu. Donc c'est pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès, mais c'est très bien comme ça. Ouais. Parfois les gens disparaissent. C'est une Luciole. Hein. Voilà, c'est une Luciole en plus. J'y avais pas pensé. C'est une Luciole. mais parfois les gens disparaissent. Hein. Parfois on a un ami, on a quelqu'un qu'on connaît très bien pourtant, et on oublie complètement. On oublie. C'est-à-dire quand on revoit la personne, on dit ah mais tu avais disparu, tu étais où? C'est-à-dire ça arrive. Alors, bonjour. Alors, j'avais une question, elle est peut-être un peu ouverte, parce qu'il y a quelques réponses qui ont déjà été données dans ce que vous avez dit. Alors, moi, ce qui est assez curieux quand j'ai lu votre livre, c'est que j'ai eu l'impression de lire 2 livres, en fait. Vers la moitié, en fait, quand les 2 filles sont données, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mouvement qui change... On a l'impression de lire un 2e livre après. Moi, dans la première partie, par exemple, les 90-100 premières pages, j'ai l'impression d'être presque dans un lieu un peu mystérieux qui est un petit peu en dehors du monde, où les lieux, les noms des personnages ont une importance, justement, et qui est parfois, justement, comme ça a été dit, avec une sorte d'humour qui est parfois un peu ironique, parfois un peu même cynique, on pourrait dire, sur certains points. Il y a cette chose comme ça au niveau des noms qui est très très présente, qui est très forte, que ce soit le nom des personnages. Un des exemples les plus simples, ce serait le nom du personnage, justement, de... désolé, j'ai la gorge un peu sèche. Par exemple, quand on prend... justement, Belly, justement, son nom joue aussi avec son caractère, et en fait, dans la 2e partie, j'avais eu l'impression de changer un peu de roman, de me retrouver dans quelque chose d'un seul coup, beaucoup plus ancré dans une réalité qui m'a moins porté peut-être, je sais pas... Et effectivement, j'ai eu l'impression qu'on changeait de personnage principal aussi, étrangement. C'est assez curieux. Donc, ma question, c'était justement, c'était un petit peu au niveau de tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être au niveau de ça, au niveau de la construction que vous avez faite, au niveau des noms, des lieux et des personnages. Le fait que, par exemple, le lieu où ils habitent s'appelle les Miracles, etc., par exemple. Bon, enfin, le nom des personnages et des lieux et le nom des... et cette double partie du livre. Voilà. C'est une très bonne question de présenter parce que effectivement il y a un rapport entre tout le travail d'onomastique dont j'ai parlé tout à l'heure et tout un rythme intérieur du récit. C'est difficile à répondre aussi parce que je ne l'ai pas fait en toute conscience pour le coup. Alors, la seule indication que je peux vous donner, qui pourrait peut-être vous apporter un élément de réponse, c'est que sur la période où Bélial, adopté en France, arrive en région de Bourgogne, sur cette période-là, effectivement, l'écriture, j'avais conscience que cela changeait. Mais presque indépendamment de ma volonté, puisqu'il y avait plusieurs dialogues. Vous savez tout ce que je pense des dialogues entre Bélial et sa nouvelle maman. Des dialogues qui n'en sont pas, puisqu'ils sont avec des répliques, des tirades quasiment, et assez conséquents, et comment dire, qui ont pour fonction de faire avancer le récit. Donc, on est quasiment sur un autre registre. Donc là, c'est une indication claire et nette que, ayant fait changer de lieu les personnages,
le récit change aussi de rythme et de ton. Autrement dit, je n'écris pas la France comme j'écris Haïti. Je concède une forme de prudence parce que je suis sur un autre territoire aussi. Hein. D'ailleurs, élément de réponse par rapport à Luciole, peut-être que je n'ai pas suivi Luciole parce qu'elle est partie en Amérique du Nord et qu'à l'époque de l'écriture, je n'avais pas encore été en Amérique du Nord, personnellement. Du coup, je ne savais pas ce que j'allais faire là pour la suivre. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai peut-être pas osé aller en Amérique du Nord avec elle, alors que je n'y avais pas encore été personnellement. C'est-à-dire, ça c'est une indication. Le changement de lieu a peut-être occasionné un changement dans le rythme d'écriture. Après, à savoir, est-ce que ce rythme d'écriture plaît plus que celui du début et de la fin? Est-ce que cette parenthèse en France plaît plus ou moins que le début et la fin? Bon, ça, je n'en suis pas comptable. Moi, j'ai deux questions qu'on peut croire bêtes, enfin, si ça existe des questions bêtes. Qui est président? Est-ce que c'est le président d'Haïti ou c'est son nom de gangster Et est-ce que Belliqueuse meurt à la fin? Parce que c'est un peu un flou et je ne savais pas trop si elle mourait ou pas. Ou elle remourait. Qui est président? Ah, je pense que les Haïtiens ou ceux qui connaissent l'histoire récente d'Haïti voient très bien de quel président je veux parler. Hein? Mais nous, on n'est pas haïtiens. Eh ben, personne n'est parfait, c'est ce que je dis. Oui, Jean n'est pas haïtien. Donc, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, deuxième réponse qui sera peut-être tout aussi subtile, mais je n'en sais diable rien si Belly meurt à la fin. Mais vraiment, quand j'ai fini le roman où il est vraiment fini. Je veux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Sinon, je vous l'aurais dit, je suis de bonne foi sur l'affaire. D'accord, et sinon, une autre question, en fait, quand j'ai lu justement cette partie sur Colibri, qui est ma partie préférée du roman, au début je pensais qu'il y avait une sorte, justement avec le nom président, une sorte de métaphore avec la politique, et ceci et cela, et maintenant que vous parlez de Gabriel Garcia Marquez, et je ressens cette façon de parler des batailles avec le colonel Aureliano et Wadia et tout ça. Donc ça, quand vous avez dit le nom Garcia Marquez, ça a fait tilt dans ma tête. Et donc est-ce que je me trompe sur ce fragment d'inspiration? Je pense que non, mais ce n'est pas appelé, ce n'est pas recherché. C'est-à-dire, je joue la transparence presque, hein, en vous disant mes auteurs préférés. Mais en général, les écrivains font ça. Il n'y a pas à cacher ses influences souhaitées. Mais les influences souhaitées ne sont pas nécessairement les influences réelles. C'est-à-dire... on peut en sentir d'autres. On peut en ressentir d'autres. On peut en ressentir tout à fait d'autres. Il y a toujours cet obscur livre que vous avez lu sans même y penser et qui est resté et qui va continuer à faire son chemin. Donc, sur la séquence de Fitner, c'est Gabriel Garcia Marquez ou un autre. C'est-à-dire, qui sait de quoi sa bibliothèque intérieure est faite? C'est difficile à savoir. Pour autant qu'on a une bibliothèque extérieure sur ses murs, il est difficile de savoir de quoi est faite sa bibliothèque intérieure. Sentimenthèque, comme disait. C'est de quoi est faite ça, exactement, sa sentimenthèque. C'est difficile à savoir. Hein. On ne pourra pas dire, voilà quel livre me fait respirer de cette manière-là. Pourtant, il y a probablement un livre derrière. Donc, votre question reste aussi un mystère pour moi-même. Même si je ne peux pas nier si vous faites le rapprochement. Mais moi, il m'est impossible de dire de quoi est faite chaque geste de ma bibliothèque intérieure. Même si je sais à l'extérieur quel livre je préfère sur mes murs. Bonjour, enfin bonsoir.
C'est bizarre d'entendre sa voix au micro. Je me demandais, alors j'ai pas envie de continuer sur Gabriel Garcia Marquez, hein, mais quand même, vous disiez tout à l'heure que c'était un des auteurs qui vous avait donné envie de vouloir faire aussi. Et plus au début, vous disiez aussi qu'il y a une distance à prendre avec le roman. Et j'entendais par là, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais mettre de la distance, plutôt laisser vivre le roman pour le lecteur, pour toutes les personnes qui pourront le lire. Et donc, finalement, un peu s'effacer en tant qu'auteur. Et en même temps, j'ai déjà lu plusieurs fois que quand on est auteur, on se positionne un peu comme Dieu à ce moment-là. Et c'est une sorte d'égocentrisme, c'est une sorte de mise en avant de soi-même pour aussi se faire exister soi-même. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que moi-même, des fois, je me perds. Donc, je me demandais comment vous vous positionnez en tant qu'auteur. Est-ce que vous me demandez si je suis Dieu? Non, je n'ai pas jusque-là. Je n'aurais jamais répondu à une telle question. C'est le secret le mieux gardé de la foi. Qui est Dieu? C'est-à-dire, est-ce que je pense que la position du Créateur est une position quasi ex nihilo qui surplombe la création? Vraiment centrale dans votre... Oui. Ou est-ce que c'est le modeste artisan de ces pages? Je commencerai par vous dire, avant de répondre ce que ce devait être pour moi, que ce n'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire, on peut tout à fait être artisan de ces modestes pages et être créé comme un grand créateur par les pages. C'est-à-dire, c'est comme si ta création, tu créais, mais tu créais soit grand auteur, soit auteur médiocre, enfin la création fait quelque chose de toi. Ce n'est pas contradictoire. Il y a le moment de la création, qui est forcément un moment de patience et de modestie, mais forcément, puisqu'on ne peut pas écrire le livre en un seul jour, même un livre lu en un jour l'a rarement été en un jour, et écrit. On ne peut pas écrire le roman en une semaine ni en un mois. C'est quelque chose qui prend plusieurs mois, plusieurs années. Donc forcément, il y a une posture de patience et de modestie liée à ce simple acte de revenir sur le métier et de retravailler ce qui a été dit la veille, d'effacer, de reprendre, etc. Donc cette situation de modestie est un peu, on peut être un peu inaliénable dans l'acte de création. Ceci dit, on peut quand même être tenté de penser que malgré tout, c'est nous qui menons la création où on veut la mener et que le destin de cette création dépend de notre capacité, à la conduire. Pensant cela, ça ne veut pas non plus dire qu'on le fait bien. C'est-à-dire il y a beaucoup d'enjeux quand on pense cela. L'enjeu de penser que le créateur serait le Dieu de sa création, c'est-à-dire à l'image du Dieu monothéiste qui fait advenir quelque chose de rien, l'enjeu de penser cela, c'est de ne pas être attentif à tout ce qui nous est donné quand on crée. Il y a beaucoup de choses qui nous sont données. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire ce qu'on entend, ce qu'on a lu, l'événement qu'on raconte. Enfin, c'est presque une recomposition, finalement. Donc, si on n'est pas attentif à cette recomposition, bon, c'est presque une erreur, parce que cette recomposition est là. Il me semble, hein, cette recomposition est là. D'ailleurs, même Dieu dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Bible, n'a pas créé la vie de rien. Il a fait sortir la terre des eaux. Je veux dire, il faudrait-il bien qu'il y ait la terre et les eaux. Pour
répondre directement maintenant, qu'en est-il de moi? Je pense que je le saurai plus tard, quand je serai grand. J'ai écrit un roman, j'ai 2 ans pour le moment en termes de publication romanesque. Je le saurai plus tard, je saurai plus tard quel est mon positionnement sur le fait de raconter des histoires. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui dirige ou quelqu'un qui me laisse diriger? Je peux dire ce qu'il en est sur ce roman-là, mais je ne peux pas dire ce qu'il en est pour moi, créateur. Ce serait vous mentir. C'est-à-dire, je le saurai, je suppose, bien plus tard. Et peut-être qu'à chaque fois, l'expérience du roman va me démentir. Peut-être. Donc, honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. J'ai essayé de mettre la situation pour les créateurs en général, mais je ne saurais pas vous répondre pour moi, créateur. En tout cas, pas moi, créateur de roman. C'est-à-dire, non. Je le saurai probablement plus tard, ou jamais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ça va, on va s'arrêter. Oui, vous voulez poser une question? Oui. Le micro est où? Ah, vous l'avez. Vous avez parlé tout début de cette entretien, que vous parlez qu'il y a une urgence narrative par rapport à ça. Et cela, ça me permet de poser cette question pour savoir qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver un éditeur pour pouvoir publier. Et je veux bien savoir, c'est souvent un combattant, on peut dire, pour pouvoir trouver comment ça s'est passé pour vous. Et l'autre question, c'est le choix du titre en particulier. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose de sampling, comme disaient les Anglais, c'est-à-dire une échantillonnage, par rapport à ce titre? Échantillonnage. Oui, dans ce titre. Alors, merci pour ces 2 questions. Comment on en arrive à se faire publier, même quand on a une urgence narrative? C'est un vrai parcours de combattant. Je pense que Ferrugia s'est enfermé dehors. C'est un vrai parcours de combattant de se faire publier et se faire publier aux éditions du Seuil pour le premier roman, ce qui est finalement très rare. C'est encore un parcours de combattant plus virulent. Je n'ai pas été publié au premier envoi, c'est-à-dire que je n'ai pas fait un envoi éditorial au Seuil et banco on publie. J'ai fini le livre en 2014 et j'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition qui n'ont pas accepté. C'est un combat très régulier, c'est-à-dire à chaque fois, réimpression, envoi, je vais sur Internet, je cherche les adresses des maisons d'édition, j'envoie, etc. Avant de finir par être publié au Seuil, enfin accepté au Seuil en 2016 seulement. Et j'ai eu toute forme de retour. Je veux dire que toute édition fait un retour en fonction de son tempérament. Il y a des éditions qui envoient des lettres types qui disent malgré tout l'intérêt que nous portons à votre travail, nous sommes dans le regret de vous informer que moi je connais cette lettre par cœur. Et il y a d'autres éditions qui sont dans un refus plus catégorique, tout comme il y en a dans un refus plus gentil. Nous attendons de vous d'autres manuscrits, etc. Il y a même une édition que je citerai après qui m'a envoyé une lettre terrible me disant que vos personnages ne sont pas attachants, votre écriture est bancale, vos personnages, votre histoire n'est pas réaliste. Et c'est tout juste s'ils n'ont pas conclu en disant suicidez-vous tout de suite, je veux dire, jetez-vous dans la Seine, ça ira plus vite. Suivez Bellicule. Donc, alors, j'ai quand même fait des envois très larges. Et quand j'ai vu quelle édition c'était et quels étaient leurs auteurs phares, je me suis dit, bon, tant mieux. Effectivement, je n'avais pas du tout ma place ici, c'était le dilettante. Leurs auteurs phares, c'est Anna Gavalda, avec précisément le genre de dialogue dont on parlait tout à l'heure.
Donc je me suis dit qu'effectivement, je ne suis pas doué pour ce genre de dialogue-là. Bon, et puis je ne suis surtout pas doué pour faire des personnages réalistes. Je viens de vous expliquer que pour moi, dans la réalité, un père peut mourir 2 fois. Donc ce n'est pas très réaliste. Je veux dire, ce n'est pas de mal, hein, c'est que chacun est sur son type de travail. Il faut trouver... C'est-à-dire, c'est un vrai parcours de combattant. Maintenant, pour la deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que vous êtes d'accord que sur le choix du titre, c'est-à-dire rapatrié, il y a quelque chose de samplonnage, c'est-à-dire comme alors, les Américains disent sampling. Oui, c'est-à-dire rapatrié, il y a un quartier qui s'appelle Rapatrié. Alors, mais c'est pas un camp. D'ailleurs, j'ai appris très tard qu'il y avait un quartier qui s'appelle Rapatrié. J'ai même pensé à un certain moment l'avoir inventé. Parce que il y a une zone 6 des rapatriés pas loin de Cité Soleil. Ça existe, j'ai vérifié. Mais ce n'est pas un quartier très connu. Hein. C'est un quartier parmi les nombreux qui existent au bord de la plaine du cul-de-sac, ce qu'on appelle pas loin de la route 9. Et quand j'ai écrit le roman, jusqu'au point final, il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de titre à un certain moment, c'était belliqueuse. Mais c'était jamais des titres compliqués, c'était toujours un mot dans le roman. C'est-à-dire, je prends un mot qui me plaît bien et puis je mets comme titre. Et parmi tous ces mots qui ont été titres, je me suis rendu compte que rapatrié, il y avait un piège très agréable. Parce que c'est le nom d'un quartier qui est écrit comme s'il s'agissait de gens. Et comme s'il s'agissait de personnes, c'est-à-dire rapatrié avec ES, mais c'est le nom d'un quartier. Et j'ai proposé ce titre, j'étais pas convaincu du tout, je l'ai mis parce que je me suis dit, bon, j'allais en trouver un autre. Et puis il se trouve que j'ai signé le contrat, j'en ai pas trouvé, j'ai cherché, hein, j'en ai pas trouvé. Le roman était en train d'être corrigé, je ne trouvais pas, jusqu'à la sortie, jusqu'à présent je ne trouve pas mieux. Et parce que c'est simple, c'est rapatrié. C'est court, c'est simple. Je me suis absentée, désolée, j'ai joué un petit peu la magicienne réaliste. En entendant ta réponse à Cab, tu parlais de mort pas mort, ou de remourir, ou de... Voilà. Je pensais justement à un roman de Moravia, non, de Pirandello peut-être. Je sais que c'est Feu Mattia Pascal, Il fout Mattia Pascal, et en fait, on pense un homme mort, il revient dans son village, et il voit les gens parler de lui mort, alors qu'il n'est pas mort, mais tout le monde le pense mort. Alors, non, mais c'est très intéressant. Et tout à l'heure, pour la question de madame, sur se mettre entre guillemets dans la peau d'un homme, il y a un très très beau texte de Camus qui s'appelle « La femme adultère ». C'est absolument sublime. Et en fait, la question, enfin, moi j'aurais répondu, j'avais envie de vous répondre que je crois qu'on ne se pose pas la question de se dire « je suis un homme, je parle à la place d'une femme ». Je crois, moi, vraiment ce qui m'a porté dans ton livre et que je trouve absolument extra, c'est que justement ça parle de Cité Soleil alors que c'est la misère. Le bateau a failli couler, elle jette son gosse, elle rentre à la maison, elle se fait gronder par son homme qu'elle tabasse quand même un petit peu parce qu'elle est quand même très forte, et elle recommence, et ils appellent leur petit lopin de terre que personne ne veut rapatrier, parce qu'ils sont rapatriés. Je trouve que la manière de nommer est absolument extraordinaire. Moi je voulais juste te poser une petite question sur la manière dont tu as construit ton roman, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 7 parties, et donc, alors ça part de arrivage à partance, c'est intéressant. Au milieu, il y a remue-ménage, refuge, tout-puissant, la maman. Et donc, une partie, 3 chapitres. Une partie, 3 chapitres. Donc, 7 parties, 21 chapitres. Et je me suis dit, comment est-ce que tu as fait pour maintenir cet équilibre à chaque fois jusqu'au bout? Eh bien, il y a une magie très simple qui s'appelle la réécriture. En réécrivant, j'ai pris parti. Je me suis dit, je vais découper comme ça. Et ben oui. Et pourquoi 7 et 21? Parce que justement, je voulais avoir ce genre de questions-là. Je voulais que les gens pensent qu'il y a quelque chose de très mystérieux, ésotérique. Un roman, 3 chapitres, 7 morceaux. Bon.
Encore une fois, si je suis Dieu, je ne vous le dirai pas. Si je suis le diable, non plus. Donc, je ne vous dirai pas les secrets, mes secrets ésotériques. Mais c'est vrai que c'était conscient, c'était très recherché, c'était conscient. J'ai voulu, au moment de la réécriture, un roman, 3 chapitres, 7 parties, enfin 21, enfin oui, c'est voulu. Question? Levez-vous, allez chercher. Qui veut poser la question? Ah, Sonia. Un peu de gymnastique. Oui, quand même. Bonjour. En tout cas, on va rester sur les nombres aussi. J'ai repris une phrase dans la page 144 où vous avez dit « Bilia, la fille aux 2 mères, soufflit ses 12 bougies à sa deuxième date de naissance. » C'est pas mal. Genre, vraiment, je me suis posé la question, pourquoi vous avez dit 2 mères, deuxième date. Après, vous avez fait que les personnages ont changé de nom. Alors, il y a le nombre 2 aussi. Et par rapport à votre nom, il y en a 2 aussi. Alors, je voulais savoir... Voilà, on est dans le darknet. Je voulais savoir qu'est-ce que présente le nombre 2 pour vous. Oui, c'est-à-dire 2 noms, 2 mères, 2 prénoms, 12 bougies, 3, 21... Et c'est exactement pour avoir ce type de questions-là. C'est parce que les approches numérologiques sont toujours belles. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, et sans rire, j'en sais rien. Je veux dire, il ne faut pas croire que je suis en train de faire une magie sous vos yeux et que je suis en train... Non, c'est parce que je trouve que ça sonne bien, autant de 2 et autant de 3. Et c'est ce qui est une vérité littéraire au demeurant. On fait beaucoup de choix parce que ça sonne bien. Ah oui, il y a une vraie vérité du rythme. C'est-à-dire un chapitre ou un paragraphe ou un vers dans le cas de la poésie qui peut être tout à fait vrai parce que ça sonne bien. Qui est une vérité non conforme à quelque objectivité extérieure, mais conforme à une objectivité tout à fait intérieure, tout à fait là, sous vos yeux. Et cette vérité-là, c'est ce qui a dû motiver autant de jeux sur non seulement les nombres, mais les métaphores, l'écriture imagée, sur la raclée biblique, c'est-à-dire il y a une façon de bien dire qui est aussi ipso facto une façon de dire vrai. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Après, si ça peut avoir coïncidence que le lecteur interprète, c'est tant mieux. Mais ma seule indication dans ces cas-là, c'est que ce soit vrai, c'est que ce soit rythmique. Mais j'aimerais bien, peut-être avant la dernière question, lire peut-être le début, ou quelque chose, pour que les gens qui n'ont pas encore lu sachent de quoi on parle. Parce que la littérature se fait aussi avec le livre. Je vous lis tout juste le début. Bélie marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire. Le soir arrivait. Il portait avec lui une lune bien ronde et un air en mouvement qui jetait des bourrasques sur les quartiers amoncelés. Madame Wafé Kadour est attendue à l'accueil de la bibliothèque. Merci. On distinguait la route étroite en terre battue, traversant comme une lame 2 rangées de toits délabrés, des tôles rouillées, du bois pourri, des clous béants et, de temps en temps, comme seule en générait la vie périurbaine sous les tropiques, une mare boueuse concoctant de nouvelles sortes de bactéries. On distinguait également, à plus petite échelle, la serviette dans les bras de Bélie, la tête d'oreiller sur son épaule et le passé dans ses yeux. La serviette hébergeait sa dernière enfant, tandis que la suivait, hésitant, un jeune homme pâle et chétif, appelé cela un fréluquet à peine pubère, triste et boutonneux, son fils aîné. Elle avait la sensation d'être spectatrice de sa propre errance, comme si chaque particule d'elle-même avait déjà vécu cette route, condamnée à la vivre toujours.
Sans le secours de sa crampe dorsale, déflagration impitoyable qui frappait dans les moments cruciaux, Bélie aurait pu croire cette errance irréelle. Elle savait jusqu'où pouvait conduire une crampe au dos, une pleine lune et le destin entamé. Pour cause, 10 ans auparavant, tel que l'indiquait le passé dans ses yeux, elle avait jeté en haute mer son deuxième garçon lors d'un voyage clandestin par le seul pouvoir de l'absurde. À l'automne 1987, Bélie avait pris part au dernier embarquement du marin Frère Fanon à destination des belles plages de la Floride. C'était sur un voilier artisanal en bois scié, de chêne ou d'orme, 12 mètres de long, qui ne pouvait se vanter d'être flambant neuf. Il chargeait tout de même pour l'occasion hommes, femmes et enfants, des rêves à la pelle et des sacs de charbon qui ne pouvaient pas éveiller pour ne pas éveiller le soupçon des îles bahamiennes à côté desquelles il fallait passer littéralement contre vents et marées dans ce large couloir du nord de l'archipel. Voilà. Une dernière question. Une dernière, tu réponds très courtement. Merci. Bonsoir. Ah, tu l'as touché. Retouche-le, il faut que tu vois rouge. Bonsoir. C'est rouge. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Non. Bonsoir. Attends, bouge pas. Attends une seconde. Vas-y, retape. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, j'ai oublié ma question. Comment marche le micro? Ah oui, j'ai alors, vous avez décrit Belliqueuse comme un personnage étranger à vous. Et je vous rejoins énormément sur ce ressenti, puisque dans son histoire et dans ses actions, et parfois même dans son langage, je la sens très loin de moi. J'aimerais savoir comment on écrit sur un personnage qu'on ne comprend pas, ou si je peux me risquer à dire, d'un personnage qu'on aborde. Qu'on a Bon. Qu'on aborde. Oh là là, mais je la déteste pas. Je la déteste pas. Après, c'est vrai que je l'aime pas particulièrement non plus. Mais je ne la déteste pas du tout. C'est-à-dire, c'est un personnage que je défends. C'est un personnage que je défends. La seule chose contre laquelle je m'insurge s'agissant d'histoires aussi graves, c'est le pathétique. Je préfère qu'on considère que le personnage n'est pas suffisamment aimé du narrateur, plutôt que de considérer que le narrateur est dans une vision pathétique du monde, de ses personnages, avec plein de souffrances horribles, c'est assez grave, c'est triste. C'est-à-dire que j'ai une histoire à raconter, je raconte. Après, je peux savoir à quel point c'est triste, à quel point c'est joyeux. On verra ça avec le lecteur. Pourtant, vous avez avoué que c'était pas l'histoire que vous avez prévu d'écrire et que le fondement, c'était la vie de Belliqueuse. Alors, j'aimerais savoir si vous n'avez pas ressenti des difficultés à écrire sur le personnage qui ne vous intéressait pas tant que ça. Alors, c'est-à-dire, il y a après l'interprétation des gens. Et comme je le dis, je me rends compte de certaines choses, suivant ce que les gens disent. Mais jusqu'à présent, je persiste à penser que le roman est... Je persiste à penser, je le dirai très rarement, mais que le roman est plus l'histoire de Bélial que de Belliqueuse. Mais pour le coup, là, c'est mon point de vue de lecteur. Hein? C'est mon point de vue de lecteur qui n'engage que moi. Mais ceci dit, j'entends que les gens me disent non, c'est l'histoire de Belliqueuse. C'est très bien. Parce que l'histoire de qui est quelle histoire? C'est-à-dire, quand vous lisez un roman ou quand vous regardez un film, vous avez plus de sympathie pour le personnage que vous avez vu plus souvent. C'est tout, c'est tout. Hein. Vous n'avez pas plus de sympathie pour le personnage le plus gentil. Vous trouvez plus gentil le personnage que vous avez vu plus souvent, parce que vous avez plus le temps de vous comprendre. Voilà pourquoi, ayant vu Belliqueuse plus souvent que tout autre personnage, chacun est fondé à penser qu'il s'agisse de l'histoire de Belliqueuse.
Mais peut-être qu'elle nous émeut plus aussi, quand même. Peut-être. C'est quand même terrible, ce destin. Enfin, peut-être. En tout cas, pour arrêter de ruser, j'ai besoin de cette distance pour raconter un destin si tragique. J'en ai besoin. C'est-à-dire, c'est salvateur. Sinon on est dans le pathos, sinon ça devient illisible. Vous racontez le destin d'une femme qui va faire adopter qui déjà va faire un voyage échoué, qui va faire adopter ses enfants et qui va essayer de se les réapproprier, qui ne pourra pas, et qui va être empêché à voyager à cause du fait d'avoir le mauvais passeport, d'être né du mauvais côté de la barrière de la géopolitique mondiale. Vous racontez le corps de cette femme, ses sensations physiques les plus douloureuses, ses crampes dorsales, vous racontez sa déambulation, vous racontez ses peines et ses joies, vous racontez ses désirs sexuels, vous racontez tout ça sans que ça vous plombe. Heureusement pour vous que je me suis intéressé à Bélial. Bien, je crois qu'on va... J'avais un début de réponse aux chiffres 2 et 7, mais je le laisse pour la discussion. Donc, on vous a préparé... Non, c'est Catherine Dufour, la responsable de la communication de Paris 8, de la BU, qui vous a préparé les petits apéritifs. Nous, on s'occupait de la partie boisson avec des bulles. Donc, vous êtes toutes et tous conviés à partager un pot avec nous, avec Néhémie. Alors, je vais passer la parole quelques minutes à Françoise et je voudrais de nouveau remercier les étudiants, leurs questions, le fait d'avoir lu le livre, de s'y être intéressés. Merci beaucoup, merci à Néhémie, merci à Françoise, merci à Nicole d'être ici avec nous, merci aux collègues algériens d'être là aussi, aux collègues haïtiens, merci à vous toutes et tous. François. Non, ça y est, t'as tout dit. Non, vas-y. Ah non, tu as tout dit. Non, je voulais dire merci à tout le monde. Je trouve ça vraiment, c'est très fort pour nous qui enseignons la littérature ici à Paris 8, la littérature francophone. C'est vraiment très fort de voir la manière dont vous vous êtes investi, donc vous vous investissez dans ces questions. Je suppose que ça doit te toucher aussi. C'est très touchant. Vraiment, merci beaucoup. Et la prochaine séance, c'est le 25 février, autour de Rouja Lazarova, qui est romancière franco-bulgare. Bon, tous ceux qui suivront nos cours au second semestre avec François, sinon on mettra les affiches, etc. Nicole, un petit mot. Non, simplement vous remercier, parce que je trouve ça génial, ce que vous avez fait. Merci Nicole. Merci. On se remercie. Merci.